La grande église cathédrale était remplie à craquer. Il y avait plus de 800 invités assis sur les bancs en bois, tous habillés de leurs plus beaux pagnes, de leurs plus beaux costumes. Les femmes portaient des foulards en tête qui montaient jusqu'au plafond. Les hommes avaient mis des boubous brodés avec du fil d'or. Dehors, dans la cour, une dizaine de voitures noires brillaient sous le soleil. Des gardes du corps en costume surveillaient les entrées. Tout le monde attendait l'arrivée de la mariée. Tout le monde parlait à voix basse du mariage le plus attendu de l'année. Le mariage de Daniel, l'homme le plus riche du quartier, avec une jeune femme du village dont personne ne savait vraiment qui elle était. Au premier rang, debout, vêtu d'un costume gris fait sur mesure, se tenait Mike. Il était rentré de l'étranger seulement la veille. Il avait à peine eu le temps de dormir. Son grand frère l'avait supplié de venir à tout prix pour être son témoin. Mike avait traversé l'océan en express pour lui faire ce plaisir. Il n'avait pas vu son frère depuis 5 ans. Il regardait maintenant la nuque carrée de Daniel devant l'autel, ses larges épaules sous le costume blanc, et il ressentait une fierté mêlée à quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. Daniel avait tellement changé. Il était devenu un homme d'affaires puissant. Il possédait des hôtels, des stations-service, des magasins d'électronique dans toute la ville. La musique de l'orgue changea. Les grandes portes de l'église s'ouvrirent lentement. Les invités se levèrent tous en même temps. Un bruissement de tissu remplit la cathédrale. La mariée apparut au fond du couloir, au bras d'un homme âgé qui boitait légèrement. Elle portait une longue robe blanche avec une traîne de 3 mètres. Son visage était couvert d'un voile fin, mais Mike pouvait déjà voir la silhouette. Mince. Grande. Les épaules hautes. Il y avait quelque chose de familier dans la façon dont elle marchait. Mike plissa les yeux. Son cœur commença à battre plus fort sans qu'il sache pourquoi. La mariée avança pas à pas sur le tapis rouge. Plus elle approchait, plus Mike se sentait mal. Il sentait la sueur perler sur ses tempes. Ses mains devenaient froides. Il avait envie de s'asseoir. Et puis, quand elle arriva à quelques mètres de l'autel, elle leva légèrement le visage pour ajuster son voile. Et là, sous le tissu fin, Mike vit les yeux. Ses yeux, il les connaissait. Il les avait regardés pendant des années à travers la fenêtre cassée de la petite maison d'à côté au village. C'était elle. C'était Leila. La fille du vieux monsieur qui vendait du charbon de bois au coin de la rue de son enfance. La fille dont Mike était secrètement amoureux depuis qu'il avait 12 ans. La fille qu'il avait aimée en silence pendant toute son adolescence sans jamais oser lui dire un mot. La fille qu'il pensait ne jamais revoir. Elle était là, dans cette robe blanche, en train de marcher vers son propre frère. Mike sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il saisit le dossier du banc devant lui pour ne pas tomber. Sa mère, à ses côtés, lui lança un regard inquiet. « Mike, ça va » lui chuchota-t-elle. Il ne répondit pas. Il ne pouvait plus parler. Leila arriva devant l'autel. Le vieux monsieur qui l'accompagnait mit sa main dans celle de Daniel. Daniel sourit largement. Il souleva le voile de Leila. Et là, Mike vit clairement son visage. Elle avait changé. Elle était devenue une vraie femme. Elle était magnifique. Mais son sourire à elle, son sourire à Daniel, n'était pas un vrai sourire. C'était un sourire mécanique. Un sourire forcé. Un sourire de quelqu'un qui essaie de jouer un rôle. Mike le vit immédiatement, parce que c'était le même sourire qu'elle faisait quand elle était petite et que son père la grondait devant le voisinage. La cérémonie religieuse dura 1h30. Mike resta debout tout le temps mais il n'entendait plus rien. Il ne voyait que Leila. Il essayait de comprendre comment sa voisine d'enfance du village s'était retrouvée sur le point d'épouser le plus gros homme d'affaires du quartier. Comment Daniel pouvait s'être fiancé avec une femme sans jamais parler d'elle à son propre petit frère. Et surtout, Mike essayait de comprendre pourquoi Leila avait ce regard vide, cette tension dans les épaules, ses mains qui tremblaient quand elle tenait le bouquet. Aucune mariée amoureuse n'a ces mains là le jour de son mariage. Il le savait. Quand le prêtre demanda s'il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui avait une raison de s'opposer à cette union, Mike sentit quelque chose monter dans sa poitrine. Un cri. Il aurait voulu se lever. Mais il ne savait pas quoi dire. Il n'avait aucune preuve. Il avait juste un pressentiment. Alors il ne bougea pas. Il serra les dents. Il laissa Daniel et Leila prononcer leur consentement. Il applaudit avec les autres quand ils s'embrassèrent. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était cassé. La réception eut lieu dans les jardins d'un immense hôtel appartenant à Daniel. Il y avait des tables blanches partout dans le jardin, des lustres suspendus aux arbres, un orchestre de 12 musiciens,
un buffet qui s'étendait sur 50 mètres. Tout le monde dansait. Tout le monde félicitait Daniel en lui serrant la main avec 2 mains, signe de respect. Les enveloppes pleines d'argent circulaient. La mère de Mike et Daniel pleuraient de joie à la table d'honneur. Le père, un vieil homme très sage, regardait la scène en hochant doucement la tête. Mike était assis à la table d'honneur, à côté de sa mère, à 3 places de Leila. Il n'avait pas échangé un seul mot avec elle. Leila ne l'avait pas regardé une seule fois. Elle souriait sans arrêt, elle saluait les invités, elle posait pour les photos, elle tenait la main de Daniel sous la table. Mais Mike voyait tout. Il voyait comment elle posait sa main sur son ventre comme si elle avait envie de vomir. Il voyait comment elle se raidissait imperceptiblement quand Daniel posait sa main sur son épaule. Quelque chose n'allait pas dans ce mariage. Vers 22 heures, Daniel prit la parole pour son discours de mariée. Il monta sur la petite estrade, prit le micro, et parla pendant 15 minutes. Il remercia ses parents. Il remercia ses associés. Il remercia son petit frère Mike qui avait fait le voyage depuis si loin. Il leva son verre à Mike devant tout le monde. Mike sourit poliment mais son sourire ne montait pas jusqu'aux yeux. Puis Daniel parla de Leila. Il dit qu'il l'avait rencontrée 6 mois plus tôt dans une de ses stations-service où elle travaillait comme caissière. Il avait été séduit par sa beauté, par sa discrétion. Tout le monde applaudit. Leila baissa la tête. Mike vit une larme couler sur sa joue, vite essuyée. Après le discours, les danses reprirent. Daniel emmena Leila sur la piste pour la première danse. Il la faisait tourner avec force. Il la tenait trop serrée. Mike observait. Il vit le moment précis où Leila ferma les yeux pendant la danse, comme si elle essayait d'être ailleurs. Ensuite, d'autres hommes vinrent danser avec elle. Des associés de Daniel. Mike ne bougea pas de sa chaise. Il regardait. Il attendait. Vers minuit, Leila se leva discrètement. Elle dit à Daniel qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Daniel hocha la tête sans vraiment l'écouter, pris dans une conversation avec ses associés. Leila traversa la piste de danse, contourna le buffet, et se dirigea vers l'arrière de l'hôtel. Mike, qui la suivait du regard depuis 3 heures, se leva à son tour. Il prit un chemin différent mais dans la même direction. Ils se retrouvèrent dans un petit couloir désert qui menait aux toilettes. Leila sursauta en le voyant. Elle allait passer rapidement à côté de lui sans rien dire. Mike posa doucement sa main sur son bras. « Leila, dit-il à voix basse. C'est moi, Mike. Tu me reconnais. » Elle s'arrêta net. Elle le regarda. Et pour la première fois de la soirée, elle le regarda vraiment. Ses yeux s'emplirent de larmes en une seconde. Elle porta une main à sa bouche. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. « Mike. Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu étais le frère de Daniel. Je ne savais pas. Daniel ne m'avait jamais montré tes photos. Il ne m'avait jamais dit ton nom. Oh mon Dieu, Mike, je ne savais pas. » Mike sentit sa propre gorge se nouer. Pour comprendre ce que vivaient ces deux-là à cet instant précis, il faut remonter dans le temps, dans leur village d'origine, vers la petite rue de terre rouge où ils avaient grandi côte à côte. Mike et Leila avaient vécu pendant toute leur enfance dans 2 petites maisons séparées par une simple cour commune. La maison de Mike avait 3 chambres, un salon, une cour avec un manguier. Son père était instituteur. Sa mère vendait des condiments au marché. Mike avait un grand frère, Daniel, qui avait 5 ans de plus que lui. Daniel était le préféré du père. Daniel était le brillant. Mike, lui, était le deuxième. Il était discret. Il faisait ses devoirs. Il admirait Daniel comme on admire un héros. La maison de Leila, juste à côté, était beaucoup plus pauvre. Son père vendait du charbon de bois dans une petite échoppe au coin de la rue. Sa mère était morte en la mettant au monde. Leila vivait avec son père et 2 petits frères. Elle faisait tout dans la maison dès l'âge de 8 ans. Elle cuisinait. Elle lavait. Elle allait chercher l'eau. Elle partait à l'école avec des sandales trouées. Elle ne riait jamais beaucoup. Mais elle souriait quand elle croisait Mike à travers la cour commune. Ce petit sourire, Mike l'avait gardé au fond de son cœur pendant toutes ces années loin du pays. Mike n'avait jamais eu le courage de déclarer sa flamme à Leila. Il était trop timide. Et surtout, il savait que Daniel courait déjà après Leila à l'époque. Daniel avait 17 ans, Leila en avait 13. Daniel sifflait quand elle passait. Daniel lui offrait parfois des bonbons. Leila avait peur de Daniel. Elle le trouvait trop insistant, trop brutal.
Mais elle ne disait rien parce que son propre père avait des dettes chez l'instituteur, le père de Daniel. Il ne fallait pas faire de vagues. Leila avait appris très jeune à sourire pour cacher la peur. Quand Mike avait eu 18 ans, il était parti faire ses études à l'étranger grâce à une bourse. Il n'avait jamais avoué à Leila qu'il l'aimait. Il s'était juré qu'il le ferait en revenant. Il avait travaillé dur à l'étranger. Il avait étudié la comptabilité. Il avait envoyé de l'argent à ses parents tous les mois. Une fois, il avait glissé dans une lettre la question « Comment va la famille de Leila, la voisine ?» Sa mère avait répondu qu'ils allaient bien. Mike n'avait pas osé en demander plus. Pendant ces 5 années d'absence de Mike, beaucoup de choses s'étaient passées au village. Le père de Leila était tombé malade. Il avait dû emprunter de l'argent pour se soigner. Il avait emprunté à qui il pouvait. Des commerçants, des voisins, et aussi à Daniel, qui était entre-temps revenu au pays après avoir fait fortune dans une grande ville. Daniel avait monté son entreprise. Il était devenu riche très vite. Personne ne savait vraiment comment, mais personne ne posait de questions. Daniel prêtait de l'argent aux pauvres gens du village à des taux très élevés. Il se présentait comme un bienfaiteur. En réalité, il était un prêteur sur gage impitoyable. Il avait fait signer au père de Leila des papiers que le vieil homme, presque analphabète, n'avait pas bien compris. Quand le père de Leila n'avait plus pu rembourser, Daniel avait sorti les papiers. Il avait menacé de le faire envoyer en prison pour fraude. Il avait aussi menacé de prendre la petite maison du vieux. Le père de Leila s'était mis à pleurer devant lui. Il avait supplié. Daniel avait souri. Daniel avait dit qu'il existait une autre solution. Une solution qui annulerait toutes les dettes, qui laisserait la maison à la famille. Cette solution, c'était que Leila l'épouse. Le père de Leila avait d'abord refusé. Il avait dit que Daniel avait 20 ans de plus que Leila. Qu'il avait mauvaise réputation. Daniel avait alors sorti les papiers encore une fois. Il avait dit au vieil homme que la prison l'attendait, que ses 2 petits garçons iraient à l'orphelinat, que la maison serait vendue aux enchères. Le vieil homme, écrasé, avait appelé Leila dans sa chambre. Il lui avait tout expliqué en pleurant. Leila avait 19 ans. Elle avait regardé son père pleurer pour la première fois de sa vie. Elle avait regardé ses 2 petits frères qui dormaient dans la pièce d'à côté. Elle avait compris qu'elle n'avait pas le choix. Elle avait dit oui. Daniel avait orchestré tout le reste comme un maître d'échecs. Il avait fait embaucher Leila dans une de ses stations-service pour faire croire à tout le monde qu'il l'avait rencontrée par hasard. Il avait raconté à sa propre famille qu'il était tombé amoureux d'une jeune caissière discrète. Il avait caché à Mike l'identité exacte de la fiancée. Il savait très bien que Mike avait été amoureux de la petite voisine. Il s'en souvenait parfaitement. Il avait vu Mike la regarder pendant des années à travers la cour commune. Alors quand l'occasion s'était présentée d'écraser cette ancienne flamme avec son propre pouvoir, Daniel n'avait pas hésité. Il voulait voir la tête de Mike le jour du mariage. Il voulait lui faire sentir qui était le plus fort des 2 frères. Tout ça, Leila le raconta à Mike en pleurant dans le petit couloir désert, derrière la salle de réception, pendant que la musique battait au loin et que Daniel dansait avec ses associés. Elle parla vite, d'une voix basse, en regardant par-dessus son épaule toutes les 30 secondes pour vérifier que personne ne venait. Mike l'écoutait, les poings serrés, la mâchoire serrée, les yeux humides. Il comprenait maintenant pourquoi Leila avait ses mains qui tremblaient, pourquoi son sourire était mécanique, pourquoi elle avait pleuré pendant le discours de Daniel. Il comprenait qu'il se tenait devant une femme qu'on avait littéralement vendue à son propre frère pour éponger une dette. Il comprenait que son grand frère adoré, celui qu'il avait admiré toute son enfance, était un monstre. « Mike, dit Leila à la fin, tu ne dois rien dire. Tu ne dois rien faire. Si Daniel apprend que je t'ai parlé, il va détruire mon père. Il va détruire mes petits frères. Il a tous les papiers. Il a des avocats partout. Il peut nous écraser en un jour. Laisse-moi. Va vivre ta vie. Retourne à l'étranger. Oublie-moi. Je ne suis pas celle que tu as connue quand on était petit. Cette Leila-là est morte il y a longtemps. » Mike ne répondit rien pendant une longue minute. Puis il prit la main de Leila. Il la regarda dans les yeux. « Leila, dit-il lentement, je vais te sortir de là. Je ne sais pas encore comment. Mais je te jure sur la tombe de mes grands-parents que tu ne passeras pas ta vie avec cet homme. Donne-moi du temps. Quelques semaines. Je vais trouver. Ne perds pas espoir. Tiens bon. Ne montre rien. Continue à jouer ton rôle devant Daniel. Mais sache que je suis là.
Sache que je t'ai vu. Sache que je ne vais plus te lâcher. Leila se mit à pleurer plus fort. Mike, dit-elle, si tu fais quoi que ce soit contre Daniel, il va te détruire toi aussi. Tu es son frère, mais ça ne l'arrêtera pas. Il est malade. Il aime écraser les gens. Il aime voir les autres souffrir. Tu ne le connais pas. Tu es parti trop jeune. Tu n'as pas vu ce qu'il est devenu. Je t'en supplie, ne fais rien. Va-t'en. Protège-toi. Mike secoua la tête. Je suis déjà dedans, Leila. Je ne peux plus partir. Si je pars maintenant, je vais me détester pour le reste de ma vie. Je vais trouver un moyen. Juste, tiens bon. Tiens bon pour moi. Il entendit des voix au bout du couloir. Il lâcha la main de Leila. Elle s'essuya vite les yeux. Elle se recomposa un visage en 2 secondes. Ils se séparèrent. Leila repartit vers la salle de réception. Mike resta un moment dans le couloir pour reprendre son souffle. Quand il revint à la table d'honneur, Daniel lui tapa dans le dos en riant. « Où étais-tu passé, petit frère ?» dit-il fort. « J'allais envoyer les gardes te chercher. Ne bouge plus, on va couper le gâteau. » Mike sourit, le même sourire mécanique qu'il avait vu sur Leila toute la soirée. Dans les jours qui suivirent, Mike joua un rôle parfait. Il sourit à Daniel. Il le félicita. Il accepta même de l'accompagner à son bureau pour voir son entreprise. Daniel était fier. Il montrait ses chiffres, ses immeubles, ses employés. Il parlait à Mike comme à un petit frère qui devait apprendre. Il lui proposa même un poste dans l'entreprise. Mike sourit. Mike réfléchit à voix haute. Mike dit, « Peut-être, donne-moi quelques semaines pour y penser, grand frère. » Il n'avait aucune intention d'accepter, mais il avait besoin de temps, et d'accès, et d'informations. Pendant ce temps, Mike contacta en secret un ami d'enfance, un homme qui s'appelait Yann, devenu inspecteur de police dans la grande ville voisine. Yann était honnête. Mike l'avait retrouvé par un ancien camarade de classe. Ils se retrouvèrent un dimanche après-midi dans un petit maquis en dehors de la ville. Mike lui raconta tout. Le mariage. Le chantage. Les papiers. La dette du père de Leila. Yann l'écouta sans l'interrompre. À la fin, il soupira longuement. « Mike, dit Yann, ton frère est connu chez nous. On le surveille depuis longtemps. On soupçonne que son entreprise de prêt est en réalité du blanchiment d'argent. On soupçonne aussi qu'il a fait disparaître 2 ou 3 personnes qui ne remboursaient pas. Mais on n'a jamais réussi à avoir des preuves concrètes. Il a des avocats, des juges dans sa poche, des politiciens aussi. Il est intouchable pour l'instant. » Mike sentit un frisson le traverser. « Alors qu'est-ce qu'on peut faire ?» demanda-t-il. Yann posa les 2 mains à plat sur la table. Il regarda Mike droit dans les yeux. « Si tu es prêt à aller jusqu'au bout, dit-il, il y a un moyen. Mais ça va être long et dangereux, et tu vas devoir jouer un rôle parfait devant ton propre frère pendant des mois. Il va falloir qu'il te fasse confiance. Il va falloir qu'il t'ouvre ses livres. Il va falloir qu'il te laisse approcher ses comptes. Si tu réussis à me ramener des documents, juste 2 ou 3 documents précis, on peut ouvrir un dossier officiel et on peut le mettre en prison pour longtemps. Mais Mike, il ne faut pas te louper. Si tu te fais attraper, il te tue. Sans hésiter. Tu es son petit frère, mais pour lui, ça ne compte pas quand il s'agit d'argent. » Mike réfléchit pendant 30 secondes. Puis il dit, « Je le fais. » Les semaines suivantes furent les plus éprouvantes de la vie de Mike. Il accepta le poste dans l'entreprise de Daniel. Il prit un bureau au 2e étage du grand immeuble de son frère. Il arrivait chaque matin à 8 heures. Il sourit. Il apprit à connaître les employés. Il fit semblant de s'intéresser aux chiffres. Il demanda à Daniel de le former. Daniel, flatté, accepta avec enthousiasme. Il ne voyait pas qu'il était en train de donner les clés de sa prison à son propre petit frère. Il était trop sûr de lui pour imaginer qu'un jour Mike pourrait se retourner. En même temps, Mike continuait à voir Leila en secret. Pas souvent. 1 fois par semaine. Jamais au même endroit. Parfois dans une voiture louée sous un faux nom. Parfois dans un petit appartement qu'il avait loué au nom de Yann pour éviter les soupçons. Leila arrivait toujours avec la peur dans les yeux. Elle racontait à Mike ce qui se passait à la maison. Daniel était violent. Il buvait le soir. Il rentrait ivre. Parfois il la frappait. Elle cachait les marques sous des foulards et du maquillage. Elle disait à sa belle-mère qu'elle s'était cognée dans une porte.
La mère de Daniel ne posait pas de questions. Elle se doutait peut-être, mais elle préférait ne pas savoir. Mike écoutait. Mike bouillait à l'intérieur. Mike promettait à Leila que tout allait bientôt se terminer. Il lui donnait une petite enveloppe avec de l'argent pour qu'elle en cache au fond de son armoire. Il lui donnait aussi un téléphone secret, caché dans la doublure d'un sac, avec un seul numéro en mémoire, le sien. Un jour, Leila annonça à Mike qu'elle était enceinte. Elle était terrifiée. Elle ne voulait pas porter l'enfant de Daniel. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Daniel, lui, était fou de joie. Il voulait un héritier. Il l'avait annoncé à toute la famille. Il avait organisé une grande fête. La mère de Mike pleurait de bonheur. Mike, assis au coin de la table, serrait sa cuillère si fort que ses phalanges en devenaient blanches. Il avait regardé Leila. Leila avait baissé les yeux. Ils s'étaient compris sans un mot. La nuit même, dans l'appartement secret, Leila s'était effondrée dans les bras de Mike. Mike, avait-elle dit, je ne peux plus. Je ne peux pas élever l'enfant de cet homme. Je préfère mourir. Mike l'avait serré fort. Leila, donne-moi encore de moi. J'ai presque tout ce qu'il me faut. Accouche de cet enfant si c'est ta grossesse qui t'oblige. Mais sache que moi, je l'élèverai avec toi. Cet enfant n'a pas demandé à venir. Il sera notre enfant, à toi et à moi, quand tout sera fini. Je te le jure. Pendant ces 2 mois, Mike accéléra tout. Il entra dans le bureau privé de Daniel pendant que celui-ci était en voyage d'affaires. Il copia des fichiers. Il photographia des contrats. Il trouva les fameux papiers du père de Leila, et il en fit des copies. Il trouva aussi autre chose. Des papiers qui prouvaient que Daniel avait orchestré l'enlèvement d'un concurrent 2 ans plus tôt. Un homme qu'on n'avait jamais retrouvé. Yann, quand il vit ces documents, siffla doucement. Mike, dit-il, on le tient. On le tient vraiment. Donne-moi 10 jours pour préparer le dossier. Après, on va l'arrêter. Mais pendant ces 10 jours, Daniel commença à avoir des soupçons. Il remarqua que Mike posait trop de questions. Il remarqua que certains fichiers avaient été consultés à des heures bizarres. Il remarqua aussi que Leila, qui rentrait désormais du marché plus tard que d'habitude, avait un comportement étrange. Un soir, il la confronta violemment. Il l'accusa d'avoir un amant. Il la frappa au visage. Leila s'effondra sur le carrelage. Elle protégea son ventre avec ses bras. Daniel lui cria dessus pendant 1 heure. Puis il sortit en claquant la porte. Il alla boire dans un bar. Et là, dans sa tête d'homme ivre et furieux, il commença à faire le lien. L'amant. Les questions. Mike. Son propre frère. Daniel décida de vérifier. Le lendemain matin, il engagea un détective privé pour suivre Leila. En 3 jours, le détective avait les photos. Leila entrant dans l'appartement secret. Mike entrant dans le même appartement 30 minutes plus tard. Les 2 ressortant ensemble. Les photos étaient nettes. Elles ne laissaient aucun doute sur le fait qu'ils se voyaient en cachette. Daniel ne savait pas encore qu'il ne s'agissait pas d'une liaison sexuelle mais d'une opération de collecte de preuves. Il croyait que son frère couchait avec sa femme. Et ça, pour un homme comme Daniel, c'était la pire des trahisons. Daniel prépara sa vengeance. Il décida d'agir le samedi suivant, le jour où la famille entière devait se réunir dans la villa des parents pour le repas hebdomadaire. Il voulait humilier Mike devant tout le monde. Il voulait briser Leila devant tout le monde. Il voulait que ses parents sachent que leur fils préféré avait été trahi par son propre sang. Il ne savait pas que Yann, l'inspecteur, avait reçu le dossier complet de Mike la veille, et que la police préparait son arrestation pour le lundi matin. Le samedi arriva. Toute la famille était dans la grande villa. La mère avait préparé un grand repas. Le père était assis dans son fauteuil, avec son bâton de marche à côté. Mike était là. Daniel était là. Leila était là, pâle, fatiguée, son ventre commençait à s'arrondir. Les petits frères de Leila étaient invités pour la première fois. Le père de Leila aussi, dans sa vieille tenue usée, intimidé. Daniel attendit le dessert. Puis il se leva. Il fit teinter sa cuillère contre son verre. Toute la table se tut. Daniel sourit. Un sourire froid, que Mike reconnut immédiatement. « J'ai quelque chose à vous dire », commença Daniel. « Quelque chose de très important. » Mike comprit en 1 seconde. Son sang se glaça. Il regarda Leila. Leila avait aussi compris. Elle était devenue blanche comme un linge.
Elle serrait son napkin si fort que ses ongles s'enfonçaient dans sa paume. Daniel sortit une grande enveloppe brune de sa veste. Il la posa sur la table. Il l'ouvrit. Il en sortit les photos, une par une. Il les passa à la mère. La mère regarda. Elle pâlit. Elle passa les photos au père. Le père regarda. Il ne dit rien. Daniel reprit la parole. « Cette femme, dit-il en désignant Leila du menton, cette femme qui porte mon enfant, couche depuis des mois avec mon propre frère. Regardez ces photos. Je les ai faites suivre par un détective. Il n'y a aucun doute. » La mère se mit à pleurer. Le père resta silencieux. Les petits frères de Leila ne comprenaient rien. Le père de Leila baissa la tête comme s'il voulait disparaître sous la table. Mike se leva lentement. Il regarda Daniel droit dans les yeux. Il savait que tout allait se jouer dans les prochaines secondes. « Daniel, dit Mike d'une voix très calme, tu as raison sur une chose. Je me vois avec Leila depuis des mois. Je l'admets. Mais tu te trompes totalement sur la raison. Je ne couche pas avec elle. Je ne l'ai jamais touchée. Pas une seule fois. Ce qu'on fait dans cet appartement, Daniel, c'est autre chose. On prépare ce qui va t'arriver lundi matin. » Daniel fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Mike sortit de sa poche une petite clé USB. Il la posa sur la table. À côté des photos. Dans cette clé, dit Mike, il y a tout. Tous les contrats frauduleux. Tous les prêts illégaux. Tous les papiers que tu as fait signer au père de Leila pour le forcer à donner sa fille. Et aussi, Daniel, les preuves de ce que tu as fait à ton ancien concurrent Bruno il y a 2 ans. La police a déjà une copie. Un inspecteur s'appelle Yann. Il va venir te chercher lundi à 6 heures du matin. Avec une équipe. Avec un mandat. Le silence tomba sur la table. Un silence si profond qu'on entendait le tic-tac de la grande horloge murale. Daniel regarda Mike. Puis la clé USB. Puis encore Mike. Son visage passa par toutes les couleurs. Rouge de colère. Blanc de peur. Vert de rage. Sa bouche s'ouvrit mais aucun son ne sortit. Ses mains se mirent à trembler. C'est là que le père, le vieux père silencieux qui n'avait pas dit un mot depuis le début du repas, prit la parole pour la première fois. Il frappa son bâton sur le sol, 3 coups secs. Tout le monde sursauta. Le père se leva avec difficulté. Il avait près de 80 ans. Il regarda Daniel. Puis Mike. Puis Leila. Puis le père de Leila qui pleurait silencieusement au bout de la table. « Daniel, dit le vieil homme d'une voix cassée mais ferme, je t'ai élevé pendant 40 ans. Je t'ai donné mon nom. Je t'ai donné mes leçons. Et j'ai fait une erreur terrible. Je t'ai donné ma préférence. J'ai toujours pensé que tu étais le meilleur des deux. J'ai toujours pensé que Mike était trop doux, trop discret, trop faible. Aujourd'hui, je comprends que je me suis trompée pendant 40 ans. Aujourd'hui, je vois qui tu es vraiment. Je vois la pourriture que j'ai nourrie sous mon propre toit. Je vois la honte que tu as mise sur mon nom. » Daniel se tourna vers le père. « Papa, commença-t-il. » Le père leva la main. « Tais-toi, Daniel. Tais-toi. Tu as brisé une famille entière. Tu as forcé une jeune fille à t'épouser. Tu as menacé un vieil homme malade. Tu as trahi ton frère. Tu as trahi moi. Tu as trahi toute notre lignée. Tu ne fais plus partie de cette famille. À partir de maintenant, tu n'es plus mon fils. » Daniel devint fou de rage. Il hurla. Il renversa la table. Les assiettes explosèrent par terre. Il essaya d'attraper la clé USB, mais Mike l'avait déjà mise dans sa poche. Daniel se jeta sur Mike. Les 2 frères roulèrent au sol. Daniel était plus gros, plus fort, plus lourd. Il commença à frapper Mike au visage. Mike saignait. Mais Mike avait quelque chose que Daniel n'avait pas. Mike avait la justice de son côté. Les gardes du corps de Daniel, qui attendaient dehors, entendirent le bruit. Ils entrèrent en courant. Mais juste à ce moment-là, la porte de la villa s'ouvrit aussi de l'autre côté. Yann entra. Avec 4 policiers en uniforme. Derrière lui. Mike et Yann avaient anticipé. Yann avait décidé de ne pas attendre lundi. Il avait senti, à la voix de Mike la veille, qu'il se passerait quelque chose de grave ce samedi. Il avait préféré venir en avance. Il avait suivi Daniel depuis le matin. Il était arrivé juste à temps. Daniel fut ceinturé par 2 policiers. Il hurlait. Il crachait. Il insultait sa mère, son père, son frère, Leila,
Le monde entier. Il menaçait. Il promettait qu'il sortirait vite et qu'il tuerait tout le monde. Les policiers l'emmenèrent en le traînant. Les gardes du corps furent aussi embarqués. En 20 minutes, la villa était vide. Il ne restait que la famille. Le père était retombé dans son fauteuil, les yeux fermés. La mère pleurait doucement. Les petits frères de Leila regardaient tout avec des yeux ronds. Et Mike, le visage en sang, était debout au milieu de la pièce. Leila courut vers lui. Elle sortit un mouchoir de sa poche. Elle essuya doucement le sang sur son visage. Mike lui prit la main. « Leila, dit-il, c'est fini. C'est vraiment fini. Tu es libre. » Elle ne répondit pas. Elle se contenta de poser son front contre son épaule. Elle pleura sans bruit. Elle pleura pendant un long moment. Quand elle releva la tête, ses yeux étaient rouges mais il y avait en eux une lumière que Mike n'avait pas vue depuis le jour du mariage. Daniel fut condamné à 18 ans de prison. Pour escroquerie aggravée. Pour usure illégale. Pour chantage. Et pour l'enlèvement et la disparition de l'ancien concurrent Bruno, dont on retrouva le corps quelques semaines plus tard enterré dans un chantier qui appartenait à Daniel. Tous ses biens furent saisis. Son empire s'écroula en 2 mois. Les dettes que d'autres familles du village avaient contractées chez lui furent annulées par la justice. Le père de Leila récupéra ses papiers. Il pleura pendant 3 jours de soulagement. Le mariage de Daniel et Leila fut annulé. La justice reconnut qu'il y avait eu vice de consentement. Leila redevint officiellement célibataire aux yeux de la loi. Elle accoucha 4 mois plus tard d'une petite fille. Elle l'appela Grâce. Parce que cet enfant, disait-elle, était une grâce que Dieu avait posée dans son ventre malgré la méchanceté de son père biologique. Mike fut présent à la maternité. Il tint Grâce dans ses bras dès les premières minutes. Il la regarda longtemps. Il pleura. Il dit à Leila qu'il l'élèverait comme sa propre fille, si Leila voulait bien de lui un jour. Mais Leila ne voulait pas se précipiter. Elle demanda à Mike de lui laisser du temps. Beaucoup de temps. Elle avait été forcée dans un mariage. Elle ne voulait pas tomber directement dans un autre couple, même s'il s'agissait de l'homme qu'elle savait être l'amour de sa vie. Elle voulait se reconstruire d'abord. Elle voulait apprendre qui elle était sans personne à ses côtés. Elle voulait respirer. Elle voulait être seule pendant un moment. Mike respecta sa décision. Il prit un petit appartement pas loin de chez Leila. Il devint son ami. Il venait voir Grâce 2 fois par semaine. Il l'emmenait au parc. Il l'emmenait manger des glaces. Il lui apprit à marcher. Il lui apprit à prononcer ses premiers mots. Grâce commença à l'appeler papa toute seule, vers 2 ans, sans que personne le lui ait demandé. Leila pleurait en silence la première fois qu'elle l'entendit. La famille de Mike avait pris du temps à se remettre. La mère avait mis 6 mois avant d'oser prononcer le nom de Daniel à voix haute. Le père était mort 1 an après l'arrestation, d'une crise cardiaque, dans son fauteuil. Avant de mourir, il avait demandé à Mike de pardonner à Daniel. Mike avait hoché la tête sans répondre. Il n'était pas encore prêt. 2 ans passèrent. Leila se reconstruisit. Elle reprit des études qu'elle avait abandonnées à l'adolescence. Elle obtint un diplôme de gestion. Elle trouva un vrai travail, mérité, honnête. Elle loua une petite maison avec jardin pour elle et Grâce. Elle apprit à sourire sans effort. Elle apprit à respirer. Un soir, 2 ans après la condamnation de Daniel, Leila invita Mike à dîner chez elle. Grâce dormait déjà. Leila avait préparé un plat simple. Du foutou avec de la sauce arachide. Mike s'étonna. Il lui demanda pourquoi elle avait cuisiné ça. Leila sourit. « Mike, dit-elle, je crois que je suis enfin prête. J'ai pris du temps. J'ai réfléchi. J'ai guéri. Et aujourd'hui, je sais enfin ce que je veux. Je veux toi. Pas comme un sauveur. Pas comme une dette. Je veux toi comme un partenaire. Comme un égal. Comme l'homme avec qui je veux finir ma vie, si tu veux encore de moi. » Mike posa sa fourchette. Il se leva. Il vint s'agenouiller à côté d'elle. Il posa sa tête sur ses genoux. Il ne dit rien pendant une longue minute. Puis il leva les yeux vers elle. « Leila, dit-il, je t'ai attendue depuis que j'ai 12 ans. 2 années de plus, c'était facile. Je t'attendrai encore 20 ans s'il le fallait. Mais je suis tellement content que tu n'aies pas attendu 20 ans. » Ils ne se marièrent pas tout de suite. Ils prirent encore 1 an. Ils voulaient être sûrs. Ils voulaient que Grâce grandisse dans un foyer stable, pas dans un bouleversement.
Ils voulaient faire les choses dans le bon ordre. Et quand finalement ils se marièrent, 1 an plus tard, ce fut dans la petite église du village de leur enfance. Pas dans une grande cathédrale. Pas devant 800 invités. Juste devant 20 personnes. La mère de Mike. Le père de Leila, encore vivant, guéri, qui tenait Grace dans ses bras. Les 2 petits frères de Leila, devenus grands garçons. Yann, l'inspecteur, qui était devenu le meilleur ami de Mike. Et quelques voisins du village. Daniel était toujours en prison. Il n'en sortirait pas avant 16 ans. Il avait écrit plusieurs lettres à Mike pendant ces années. Des lettres pleines de rage, puis de supplications, puis de silence. Mike ne lui avait jamais répondu. Pas parce qu'il le haïssait, mais parce qu'il ne savait pas encore comment pardonner à un frère qui avait essayé de ruiner sa vie. Il se disait que peut-être, un jour, il irait le voir. Mais pas maintenant. Le temps de la justice n'était pas encore le temps du pardon. Et voilà, mes chers amis, comment cette histoire s'est terminée. Une histoire qui a commencé dans une grande cathédrale avec un mariage magnifique, et qui nous a révélé, couche après couche, que les plus belles apparences cachent souvent les pires poisons. Une histoire de 3 personnes, 2 frères et une femme, qui nous montre que l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais jamais le cœur d'une femme qui ne veut pas. Une histoire qui nous rappelle que la pire trahison dans la vie ne vient pas toujours des étrangers. Parfois, elle vient de ceux qui partagent notre sang. Maintenant, je voudrais vous écrire une petite lettre. Une lettre à un grand frère imaginaire. Une lettre que beaucoup de petits frères dans le monde auraient envie d'écrire. Voici ce que je lui dirais. Grand frère, j'ai grandi dans ton ombre. J'ai porté ton nom avec fierté. J'ai écouté tout le monde me dire que j'aurais de la chance si un jour je te ressemblais ne serait-ce qu'un peu. J'ai accepté ma 2e place pendant toute mon enfance sans jamais me plaindre. J'ai cru que c'était ma nature. J'ai cru que c'était ma place. Mais un jour, la vie m'a montré quelque chose que je n'avais pas vu. Elle m'a montré que ta force était en réalité de la violence. Que ton succès était en réalité un vol. Que ton charisme était en réalité un masque. Et que mon silence, que tout le monde prenait pour de la faiblesse, était en réalité une patience. Ce jour-là, j'ai compris que les 2e de la famille ne sont pas toujours les perdants. Parfois, ce sont les gardiens. Grand frère, je ne te hais pas. Je te plains. Tu as couru toute ta vie après des choses qui brillent et qui ne pèsent rien. Pendant que moi, je grandissais lentement, sans éclat, tu accumulais des victoires creuses. Tu achetais des montres, des voitures, des femmes. Tu pensais que la puissance se mesurait en dollars. Tu ne savais pas que la vraie puissance, c'est d'être capable de rester debout quand ton monde s'effondre. De pardonner quand on t'a blessé. De protéger plus faible que toi. Tu ne l'as jamais appris. Tu n'as jamais voulu l'apprendre. Et maintenant, dans ta cellule, tu as tout le temps d'y réfléchir. Grand frère, je voudrais te dire une dernière chose. La femme que tu as voulu écraser est devenue ma femme. L'enfant que tu as engendré est devenu ma fille. Et cette famille que tu voulais dominer est devenue ma maison. Je n'ai rien volé. J'ai juste ramassé ce que tu as laissé tomber par mépris. Je prendrai soin d'elle de mieux que tu n'aurais jamais pu le faire. Non par fierté. Par amour. Et voilà toute la différence entre nous. Cette lettre, mes chers spectateurs, elle s'adresse aussi à vous. Parce que dans beaucoup de familles, il y a un Daniel. Parfois c'est un grand frère. Parfois un oncle. Parfois un cousin. Parfois un beau-père dominant. Ces gens qui prennent toute la place. Ces gens qui étouffent les autres. Ces gens qui confondent le pouvoir avec l'amour. Si vous avez un Daniel dans votre vie, je veux vous dire une chose. Ne vous battez pas contre lui de front. Construisez-vous en silence. Observez. Patientez. Et un jour, la justice viendra. Et si vous êtes vous-même le Daniel de la famille, j'ai aussi un mot pour vous. Arrêtez-vous maintenant. Regardez-vous dans une vraie glace. Demandez-vous si l'amour autour de vous est sincère ou s'il est juste acheté avec votre argent et votre peur. Si personne ne pleurerait à votre enterrement, si personne ne vous visiterait en prison, alors il est temps de changer. Il n'est jamais trop tard tant qu'on est vivant. Mais il faut vouloir. Il faut descendre de son trône. Il faut demander pardon. Personne ne le fera à votre place. Maintenant je vous laisse la parole. Écrivez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà connu dans votre vie une situation de mariage forcé, autour de vous ou dans votre famille? Est-ce que vous pensez que Mike aurait dû pardonner tout de suite à son frère, ou est-ce qu'il a eu raison de prendre son temps? Est-ce que vous croyez qu'on peut vraiment aimer une femme qui a été forcée d'en épouser un autre?
Et dites-moi, dans votre famille, y a-t-il quelqu'un qui prend trop de place, quelqu'un qui écrase les autres sans s'en rendre compte? Racontez-moi. Je lis tout. Chaque commentaire me nourrit et m'inspire pour les prochaines histoires. Si cette histoire vous a pris aux tripes, partagez-la autour de vous. Partagez-la à un frère, à une sœur, à une amie qui vit peut-être une situation difficile en silence. On ne sait jamais qui a vraiment besoin d'entendre aujourd'hui, même que la justice finit toujours par arriver, même tard. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de laisser un pouce en l'air, d'activer la cloche. Je prépare pour vous d'autres histoires encore plus poignantes. Je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité. Vous êtes ma famille. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous entourent. Et rappelez-vous toujours ceci. Le plus grand danger dans une famille, ce n'est pas celui qui crie. C'est celui qui contrôle en silence. Gardez les yeux ouverts. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je vous le promets, va encore vous bouleverser.